2016. Elle va vous souhaiter une très bonne année à sa manière, puisque son roman est un roman qui commence. Son roman annonce tout un monde, un avenir très ouvert, un pays qu'elle adore, qui s'appelle la Tunisie. Bouaziz. Alors, allez-y, une année commence. Un premier roman, les premiers pas, vos vœux pour les jeunes qui vous écoutent. Moi, je veux vous souhaiter une année pleine de bonheur. Une année où vous sentirez de l'accomplissement personnel et une année où vous serez en phase avec vous-même. Allons-y, le jour et le jour d'après. Tout un titre, quel titre? Et le roman développe justement cette conjonction de coordination, le jour et le jour d'après. Tout se passe à un certain moment, quelque part, si le monde tournait autour d'un instant qui n'est pas mesurable, un instant. Un instant figé. Un instant. Figé, atemporel, un instant court dans son essence, mais lent dans sa description. J'ai construit le jour et le jour d'après, effectivement, Habib, autour de 2 jours. Le jour qui est le jour de la rencontre, le jour où va éclore une très belle histoire d'amour entre Sophia et Idriss. Et puis le jour d'après, qui est le jour où cette même rencontre va se retrouver avortée par les effets d'un vecteur d'importance. Oui, mais une rencontre, c'est un monde qui rencontre un autre monde. C'est une enfance qui croise une autre enfance. C'est un passé qui accepte une conjugaison avec un autre passé, présent, futur. Et la force de ce roman, c'est un roman qui dit les choses autrement. La force de ce roman, c'est justement de refuser le temps qui mange la vie. De dire au temps, quand le temps ne suspend pas son vol, une romancière peut réussir, elle peut oublier ce qu'on appelle les circonstants, le hier, le demain, et elle peut, cette romancière, conjuguer le présent au passé du présent et au futur du présent. C'est quand même là le clou du roman. C'est de dire que le plus important, il est en vous. C'est vous-même, vous êtes l'instant. Réveillez vos instants. L'instant est très important, c'est-à-dire que le jour et le jour d'après invitent aussi les gens à profiter de l'instant parce que c'est un roman qui traite beaucoup de la vie, c'est un roman qui traite par conséquent beaucoup de la mort. La mort est la chose qui sépare les êtres. La mort ou les accidents, il peut y avoir des morts entières, de vraies morts, des morts concrètes, comme il peut y avoir, comme dans le cas du jour et du jour d'après, une semi-mort qui va frapper l'un des personnages. Et c'est vrai, le jour et le jour d'après invitent à profiter de l'instant, à conjuguer son présent à celui des autres. Sans calcul. Sans calcul, parce que, voyez-vous, Sophie et Idriss, on va le voir dès le début du roman, ce sont 2 manques qui se rencontrent, ce sont 2 destins, chacun avec leur failles psychologiques, chacun avec leur propre background, leur propre vécu, et ils vont pouvoir, au bout du compte, conjuguer ces 2 manques, ces 2 malaises psychologiques de part et d'autre d'une équation fragile. Et ça, c'est peut-être l'un des aspects les plus frappants dans le jour et le jour d'après. Que dit le roman? Et quand, malgré mes supplices, tu m'auras quand même quitté, alors finira le jour et commencera le jour d'après, car toute la vie avec toi n'aura été que la continuité d'un beau jour, nourri des 1000 satisfactions du cœur, de l'esprit, des sens et de l'harmonie. Et pour moi, le jour d'après sera plus long que le jour d'avant, qui aura pourtant duré toute ma vie, puisque ma vie a commencé le jour où je t'ai connu, puisque je n'ai goûté au bonheur de vivre qu'après t'avoir aimé. Le jour d'après, le Seigneur devra me témoigner toute sa miséricorde, car sans la possibilité de te parler ou te regarder, même en silence, tout cet univers sera en droit de s'effondrer. C'est une rencontre cosmique. Cosmique. Rien que cela.
quel zoom, quelle caméra pour filmer ce qu'on ne filme pas, c'est-à-dire l'étincelle, c'est-à-dire le regard, c'est-à-dire le battement de cils. Oui. C'est un roman qui nargue les romans, qui cherche à décrire ce qu'on peut ne pas décrire, parce que le passage que nous venons de lire est quand même une autre manière de dire la Tunisie. Oui, c'est vrai que le jour et le jour d'après ne s'attaquent pas à des sujets traditionnels et traditionnalistes. C'est un roman qui est un peu en dehors des sentiers battus. C'est un roman dans lequel j'ai mis beaucoup de sensibilité. Je voulais décrire des situations plus ou moins exceptionnelles, des choses qui n'arrivent pas souvent. Pour cela, j'ai mis en scène deux personnages, Sophie, une jeune femme, et Idriss, un vieux monsieur qui est hanté, habité, angoissé par l'idée de mourir. Et on va voir, surtout au début du roman donc, on va voir qu'il va y avoir une discussion entière autour de la vie et de la mort, où Idriss va essayer de raisonner Sophia, de l'amener à réellement croire que le fantôme de la mort est présent dans leur vie. Bizarrement, Sophia va toujours rejeter cela. Le jeu du jeune et du vieux. Voilà un paradigme que le roman gomme d'une certaine manière. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une jeunesse? Qu'est-ce que c'est qu'une vieillesse? Hind Bouaziz, vous mettez en question le jeunisme et vous mettez en question ceux qui calculent, ceux qui regardent, ceux qui marchent et qui disent « il marche encore, pourquoi marche-t-il encore ?» Alors que la vie ne fait pas de cadeaux. Alors qu'on peut être vieux, alors qu'on est très jeune, et on peut être jeune, alors qu'on est ce qu'on appelle vieux, très vieux. Pourquoi cadrer? Pourquoi calculer? Pourquoi compter? Nous sommes victimes de ces horloges, de ces cages, de ces tableaux, de ces équations, de ces chiffres. Ah là là, voilà le drame, le chiffre. Nous sommes notés, on note les pays, on note les bacheliers, on note les régions, on note l'économie. Et là, Hind Bouaziz, le jour et le jour d'après, dit et si tout était ailleurs? J'ai remplacé l'âge par d'autres critères. Une histoire d'amour, Habib, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. On n'en vit pas une tous les jours. Et vous avez vous-même dit que c'était une histoire d'amour cosmique. Et en plus d'être une histoire d'amour cosmique, c'est une union spirituelle. On a dépassé l'amour, on a dépassé la passion, on a dépassé tout le traditionnel, tout le traditionnaliste. On est sorti des sentiers battus. Mais voilà, Sophia est une jeune, on connaît l'âge de Sophia. Sophia, elle a 35 ans au début du roman. Idriss, par contre, je crois que le lecteur va beaucoup s'attarder à chercher son âge. Est-ce qu'il va le trouver, Habib? Ce n'est pas le sujet du roman. Quand vous dites amitié, amour, union spirituelle, ashq, vous êtes liseuse. Hein, oui. Là, vous citez les classiques, vous connaissez vos classiques. Oui. Et l'ashq, c'est tout un monde. Tout un monde. Et on ne traduit pas facilement l'ashq. Non. Et encore plus le cosmique et encore plus l'union spirituelle. Mais là, j'ai remplacé l'âge par d'autres variables importantes. La satisfaction, la constance, les adages, oui. La sagesse, oui. La maturité. On est vraiment dans une dimension spirituelle, à la limite même plus ou moins ésotérique. Passe pour le temps. Prenons l'espace. L'espace. Alors nous sommes partout. Partout. Voilà des voyageurs qui se mettent autour d'une table, qui connaissent la littérature espagnole, Cervantes, qui connaissent les Amériques, qui connaissent le Vietnam, qui voyagent, qui n'arrêtent pas de voyager. Et d'ailleurs, la rencontre miraculeuse, c'était une série de coïncidences. Oui. Qui ont fait que les des transits conduisent A, qui va rencontrer B, et qui va donner ce beau feu, c'est-à-dire ce roman, le jour et le jour d'après. L'espace pour vous, c'est pas l'espace, c'est l'espacement. Oui, il y a beaucoup de jeux dans l'espace. À la limite, on va voyager ici, là, là-bas, pratiquement partout. Et je pense que c'est un peu le clou du livre, cette histoire de l'écrivain voyageur qui se fend dans toutes les cultures, en dehors des clivages du monde. Je crois que c'est quelque chose de très important. En même temps, je ne sais pas comment ça se passe également dans ma tête. Je finis par adhérer à ce que j'ai écrit, bien que j'étais plus consciente en écrivant que les gens qui vont me lire et qui vont avoir des lectures transversales différentes. Mais on oublie que le monde est vaste. On oublie que même quand on a des moyens indéfinis, illimités, on oublie que même quand on a le temps, tout le temps qu'on veut, tout le temps qu'on peut, on ne peut pas voyager autant que Sophia et Idriss. Et là, je ne sais pas si c'est mon virus de voyageuse
ou si c'est la nature même du livre, si c'est l'âme du livre. L'âme du livre est dans le voyage. Fiction ou autobiographie? Je vais vous avouer que c'est un peu les deux. J'avais un texte inédit qui sera bientôt consultable pour nos auditeurs et nos auditrices. Et je disais dans ce texte, j'écris, je déchire, je colle, je recolle. Tout mon travail est un travail qui est à cheval sur la fiction et la semi-autobiographie. Il est totalement faux de croire que ce que j'ai écrit est une autobiographie ou une vraie semi-autobiographie. Mais il est aussi faux de penser que c'est une fiction complète. Vous savez très bien que la première liberté fondamentale que se donne l'auteur, c'est la liberté d'embarquer ses lecteurs dans son monde. Je crois que la réussite de ce livre dont maintenant je suis très fière qu'on parle, c'est justement ça, c'est le fait que le lecteur finit par adhérer, même quand, au niveau de la fiction, comme je vous le disais, avec l'espace, avec les moyens, avec le temps, même quand ce n'est pas faisable sur le terrain du réel. Mais ce livre, c'est un mélange de vrai-faux. C'est un mélange d'imaginaire et de réel. Je vous embarque dans mon monde et je suis contente que vous ayez atterri dans le mien. Vous avez dit le terrain du réel, profitons-en. Ce terrain, parfois, comme quand on dit les printemps arabes, ah là là, passons du choléra, c'est trop fort. C'est votre point de vue. Vous trouvez que les printemps arabes, c'est un échec. Est-ce que une manière de zapper, de passer en disant Non. Ce qui nous arrive, Non. c'est autre chose. La Tunisie, c'est beaucoup plus fort qu'une saison. Non, les printemps arabes ne sont pas un échec. Si je disais que les printemps arabes étaient des échecs, ce serait une volonté de gommer la révolution. Or, je suis convaincue, je suis contente que nous ayons fait cette révolution. Parce que cette révolution, elle va nous permettre de retrouver nos valeurs, nos vraies valeurs aujourd'hui. C'est tout à fait normal que dans toutes les sociétés, les valeurs mutent au fil du temps. Je suis très contente qu'on ait fait la révolution. On va chercher nos valeurs. Bien sûr, il y a un prix à payer. Et bien sûr, il y a un temps mort à observer pour arriver à la fin, au but qu'on recherchait. Mais cette révolution, elle a apporté beaucoup de choses à la Tunisie. Elle a apporté la liberté d'expression, elle a apporté la liberté d'être, elle a apporté à toutes les femmes voilées, par exemple, la liberté de porter le voile, et à toutes les femmes qui ne veulent pas se voiler, la liberté de l'enlever. Et je trouve que c'est un grand acquis, c'est un magnifique acquis. Seulement, pourquoi j'ai déjà parlé dans la presse de temps mort de la révolution ? Parce que la révolution est un temps indéterminé, un temps lent. On ne sait pas combien de temps ça va prendre et entre-temps il y a la crise économique. La crise économique, c'est ça qui me fait peur pour la révolution. C'est ce qui me fait peur pour les Tunisiens. Mais Hind Bouazouz, la crise économique, c'est peut-être la crise de la paresse, puisque vous défendez la vie, vous défendez des valeurs, vous avez parlé de révolution. La révolution, c'est le mouvement des astres. Ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. Il y a un va-et-vient, et en fin de compte, tout tourne. Et quand on lit le jour et le jour d'après, les mots que vous utilisez les mêmes mots pour dire autre chose. Vous faites tourner les mots, vous faites tourner les concepts. Vous refusez l'indifférence, la vacuité, vous refusez le mal, vous refusez la paresse. La paresse. Alors, il est beaucoup question dans ce roman aussi de la démission d'une certaine classe politique. Si tout le monde démissionnait, quel amour porterons-nous à notre pays ? C'est vrai que maintenant, il faut que les gens se remettent à travailler, il faut que l'économie se remette à tourner. Tout doit se remettre à tourner. C'est très important, c'est vital pour nous. Tout tourne, alors allons-y. Le mouvement même du récit, puisque vous parlez de mouvement et de rotation, c'est un récit qui se transforme lui-même, qui se métamorphose, puisque nous passons du terrain du réel, avez-vous dit tout à l'heure, à un autre monde, au fantastique. Là, vous avez fui comme le souhaite Proust. Le roman est un être de fuite. Je ne me rendais pas compte au moment de l'écriture à quel point il était dangereux d'insérer une ellipse, une vraie ellipse. Je crois que mon ellipse est une ellipse qui peut se compter en 2 ou 3 secondes de lecture. En 2 ou 3 secondes de lecture, j'embarque le lecteur vers un horizon complètement inattendu. Et je voudrais remercier les lecteurs de s'être embarqués ou s'embarquer avec moi. D'accepter le jeu. D'accepter le jeu. J'ai beaucoup culpabilisé pour la chute du lecteur. Le moment où le lecteur retourne sur le terrain du réel, je pense qu'il retourne perturbé. Et ça, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à accepter d'avoir fait cela de mon lecteur. J'ai beaucoup culpabilisé pour cela. Alors je demande pardon au lecteur. Je lui dis
certainement que le lecteur va être très emballé de cette évasion que je vais lui offrir. Mais je lui dis, lecteur, faites attention à vous au moment de la chute. Mais qui parle, Nazuzla? C'est la Baziz. personne ou le personnage? Puisque nous lisons à la page 29 un personnage bien singulier au fond de ma personne. Singulier et pluriel. Le personnage, je vous le confirme, il est singulier et pluriel. J'ai mis dans Sophie à beaucoup de choses de mon vécu. Vous savez, j'ai peut-être maintenant l'occasion de dire que quand j'ai écrit Le jour et le jour d'après, j'ai voulu donner à Sophie et à Idriss la plus belle des apparences et les plus beaux des habits du cœur et de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire que j'ai tout fait pour faire tomber amoureux les hommes de Sophia et pour faire tomber amoureuses les femmes d'Idriss. J'ai livré à mon lecteur 2 personnages dont chacun de nous pourrait tomber amoureux. Avez-vous jamais vu un chat suivre une ligne droite? Ketibessine. Et là, le bestiaire dans un jour, le jour et le jour d'après, c'est un bestiaire liquide. C'est le bestiaire de la plasticité, la baleine, mais aussi le bestiaire d'une certaine fierté, dignité, puisqu'il y a des papillons, il y a des renards, il y a les chameaux, il y a des chats. C'est intéressant de voir que ces signes clignotent, font signe. J'adore les animaux. Quel est votre animal préféré? Mon animal préféré est le cheval et d'ailleurs je fais beaucoup d'équitation. Je m'entraîne pratiquement 1 heure, 1 heure et demie par jour. Voilà. Et L'âge, donc, vous venez de définir l'âge. Oui. Et donc voilà, ce n'est pas du tout étonnant que les animaux se retrouvent dans mon récit. J'adore les baleines, j'adore les cétacés. J'adore les dauphins, j'aime les papillons, j'aime les flamants roses. Les petits poissons rouges. Les petits poissons rouges. C'est pas un fantasme, les petits poissons rouges. J'adore les animaux. Mais il y a beaucoup de jeux dans ce roman. Il y a aussi un jeu avec les mathématiques, il y a aussi un jeu avec les physiques. Ah, là, les mathématiques. Alors, quelle est l'équation de l'amour? A plus B au carré, A2 plus 2AB plus B2? Quelle est l'équation de l'amour? Y a-t-il une équation pour Je la l'amour? donne dans le livre. Je crois que l'équation de l'amour, c'est d'abord la satisfaction. Alors moi Je j'ai le trouvé dis. une équation, être triste sur un pont d'où on vient, par où on passe, où on va, et être triste sur un pont, c'est d'une certaine manière dire le bonheur de traverser, d'aller Oui. ailleurs, de quitter, Oui. de passer par pour aller quelque part. Oui, vous savez très bien que dans le livre, Sophie, elle part à Rio de Janeiro où elle découvre qu'elle a construit des châteaux en Espagne et où la personne qui partageait sa vie est partie pratiquement un peu plus loin, mais de l'autre côté de la terre. Elle est partie aux États-Unis. Au lieu de se retrouver ensemble, les 2 amoureux qui étaient Sophie et son partenaire avant de rencontrer Idriss, ils vont s'éloigner. Et Idriss, il va sauter sur l'occasion, il va se dire « Mais c'est quoi cette femme qui est à Rio de Janeiro au bout du monde toute seule ?» Il y a quelque chose, il y a une étincelle à attraper. Hind Bouaziz, le jour et le jour d'après, la Doxa 2016, vous parlez de mathématiques. Nous allons vous offrir un texte qui va vous montrer que le monde est un autre monde quand on l'écrit, quand on le pense, quand on le respire, quand on mérite son sol et son langage, son histoire. La Tunisie attend tout de vous. Elle attend tout de ses femmes. N'attendez plus rien de la Tunisie. Elle vous attend, la Tunisie. C'est une année qui commence. Mes mathématiques supérieures, je les ai faites à l'école de la mer. Voici quelques exercices à titre d'exemple. Décomposez la graisse et vous verrez qu'il ne restera pour finir qu'un olivier, une vigne et un bateau. Autrement dit, avec les mêmes éléments, vous pouvez les recomposer. Multiplié par l'innocence les plantes qui embaument, le produit donne toujours la figure de quelque Jésus-Christ. Le bonheur est le rapport exact avec les exercices formes et les sentiments couleurs. Notre vie doit être découpée selon les mêmes proportions que celle de Matisse avec ses papiers colorés. Où il y a des figuiers, il y a la Grèce. Là où la montagne s'augmente de son nom, il y a le poète. La jouissance n'est pas à déduire. Un crépuscule sur léger contient la joie et la tristesse en doses si égales
qu'en sa fin il ne reste plus que la vérité. Chaque progrès sur le plan moral ne peut qu'être inversement proportionnel au pouvoir qu'ont la force et le nombre de fixer notre sort. Le voyageur, que la moitié des gens nomment un lointain, est nécessairement pour l'autre moitié un prochain. Poésie métaphysique solaire, Pierre Garrigue, un amoureux de la Tunisie. Remplacer la Grèce par la Tunisie, est-ce que vous acceptez ces 7 pistes? Remplacer la Grèce par la Tunisie. Non. Et remplacer Jésus Non. par notre Non. prophète Mohammed. Non, jamais. Jamais. Ni remplacer la Tunisie, ni remplacer mon prophète. Parce qu'ils sont ensemble. Nous sont- reconnaissons tous les prophètes. Ils sont dans mon identité profonde, Habib. Ils sont dans mon identité profonde. Je ne peux pas m'en défaire. Regardez Sophia. Regardez Idriss. J'ai mis en scène 2 personnages très différents. Sophia et Idriss sont très différents. Idriss, moi, je penche vers l'idée qu'Idriss est un athée. Et je penche aussi vers l'idée qu'en début de roman, en tout cas, Sophie est une agnostique. Mais regardez toute cette expérience de repentir, toute cette rédemption qui existe dans le roman. Au moment du firmament, comment on se retourne vers Dieu. Oui. C'est l'étincelle étincelante. Oui. Parce que la vérité, c'est une étincelle, c'est une lumière aveuglante aussi. Est-ce que oui, le fait peut-on tout voir? On ne peut pas tout voir. Même avec le cœur, on ne peut pas tout voir. Quels sont les thèmes que vous avez essayé de développer très rapidement? Alors, il y a beaucoup de thèmes. Tout d'abord, il y a le thème de l'union spirituelle qui reste la trame principale du livre. Ça, c'est une trame constante, c'est une trame vivante. Après, il y a aussi le thème de la révolution dans les pays du printemps arabe et le nouveau visage social et sociétal de ces pays. Mais vraiment loin de toute politique politicienne. Hein. Pour moi, la question qui se pose, c'est que nous avons interrogé notre pays sur ses valeurs, qui sont en cours de redéfinition, comme je vous ai dit. Alors, la vraie question, c'est combien de temps prendra cette redéfinition de valeurs, et quelle valeur et à quel prix elle va se faire. À côté de ça, donc, il y a le thème du voyageur qui se fait partout dans le monde, qu'on a déjà évoqué. Il y a le regard extérieur de la société et son jugement. Et puis, il y a quelques sujets d'ordre plus ou moins philosophique ou psychologique, comme la foi, le discours religieux et ses limites, le repentir de Sophia, la morale des hommes, le statut des femmes, et puis il y a une interrogation sur le sens de la vie. Hind Bouaziz, le jour et le jour d'après, la Doxa 2016. Encore une fois, bonne et heureuse année. Vous venez d'écouter Hind Bouaziz. Dans sa voix, il y a combien de carrés, il y a combien de rectangles, il y a combien de signes, il y a combien de notes, il y a combien de couleurs, il y a combien de formes, il y a combien de musique. Parce que ce roman se mange et ce qui est fort dans ce roman, c'est que on n'est pas dans un triangle, on ne peut pas être dans un angle, on a envie de bouger et c'est un roman qui voyage. Alors, bon voyage, Hind Bouaziz, bonne année et invitation au voyage, le jour et le jour d'après. Encore une fois, ça se lit. C'est un roman qu'on ne jette pas parce que c'est pas un roman de gare, c'est un roman écrit par une liseuse, par une jeune Tunisienne qui trouve que la Tunisie vient de vivre un moment très important de son histoire. Cette révolution est encore l'avenir, tout un avenir, l'avenir d'un pays qui se cherche. Merci Hind Bouaziz, un grand merci pour Lutfi Guedesh et notre ingénieur du son la semaine prochaine.